Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. C'est une édition spéciale du 22h. Nous sommes ensemble pour une heure d'analyse et de débat sur trois grands thèmes. La scène intérieure avec les questions politiques et économiques abordées aujourd'hui lors de la conférence de presse présidentielle. La scène européenne alors qu'Angela Merkel et François Hollande sont à Kiev pour tenter de trouver un compromis au conflit en Ukraine. Le couple franco-allemand se rend demain à Moscou. Une initiative largement saluée ce soir, tandis que la situation sur le terrain ne cesse de s'aggraver. Et enfin, la scène internationale, bien sûr, avec le combat mené contre le terrorisme et notre engagement militaire sur différents terrains extérieurs. Avec quel budget, quels sont les moyens et quelles ambitions pour notre armée française? On va évoquer tous ces sujets avec de nombreux invités en notre compagnie jusqu'à 23 h. Merci donc d'être en notre compagnie ce soir et on commence par l'initiative du couple franco-allemand, François Hollande et Angela Merkel à Kiev pour tenter de trouver un compromis au conflit qui secoue la région. Ils seront demain à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et c'est une ultime chance pour la paix, a affirmé ce matin le président français, alors que les États-Unis envisagent d'armer l'Ukraine, laissant ainsi craindre une escalade avec la Russie. Et bien sûr, il a été beaucoup question d'international lors de la conférence de presse du président ce matin, l'Ukraine, mais aussi l'Irak et la Syrie. On va en parler en détail tout à l'heure avec nos invités, mais d'abord retour sur cette 5e conférence du quinquennat qui s'est tenue dans un contexte différent des précédentes. Et on voit tout cela avec Samia Dechir. Rompu à l'exercice, c'est la première fois que le président démarre par les questions internationales. Et d'emblée, le ton est donné, celui d'un message ferme, déterminé, presque autoritaire. Il y a un message que je veux adresser à la communauté internationale et aux plus grands pays. Faites votre travail. Une ligne de fermeté qu'il maintient sur la politique intérieure. Est-ce que vous serez un président de gauche jusqu'à la fin? Mais je le suis depuis le début. François Hollande assume son pacte de responsabilité et veut donner l'image d'un homme d'action. Je les prends, les risques. Le pouvoir les prend. Sur la scène intérieure, sur la scène internationale. Le rôle d'un chef d'entreprise, et je sais que c'est partagé, c'est de prendre des risques. Et c'est maintenant que vient le moment. Des risques qu'il reprend à son compte. Sur le chômage toujours aussi élevé, le président met son mandat dans la balance. Un président de la République n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour être élu, eh bien, il ne peut pas être de nouveau candidat à la responsabilité suprême du pays. François Hollande sait pourtant que le pari sera bien difficile à tenir en 2 ans et demi. Et pour cette conférence de presse après les attentats, François Hollande a affiché sa volonté de prolonger l'esprit du 11 janvier. Il a évoqué les grands défis de la République, à savoir l'école bien sûr, la laïcité aussi et les quartiers. Tous les détails avec Quentin Calmet. Comment transformer l'émotion nationale vécue après les attentats début janvier? Comment continuer à fédérer le pays tout entier? Le chef de l'État a pris conscience qu'il avait là un rôle à jouer. L'esprit du mois de janvier 2015, c'est l'unité de la République. Cet esprit-là, je dois le prolonger avec le gouvernement. Pour le prolonger, première étape, l'école. L'exécutif entend miser davantage sur l'apprentissage du français et ce dès la maternelle. Accentuer aussi la lutte contre le décrochage scolaire et la formation des enseignants. Enfin, le président de la République insiste sur les lycées professionnels qu'il entend revaloriser. Ils doivent emmener les jeunes jusqu'à un emploi. Le gouvernement devrait présenter sa feuille de route au mois de mai. Lutter contre le décrochage à l'école en misant également sur l'engagement civique. Les Français le montraient. Ils ont un amour intact pour la République. Je propose donc un nouveau contrat civique avec la mise en place d'un service universel pour les jeunes, la création d'une réserve citoyenne pour tous les Français, tous ceux qui veulent participer à l'élan collectif, donner le meilleur d'eux-mêmes.
Le service civique, créé en 2010, deviendrait universel pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Ils touchent alors 570 €, dont 80% est pris en charge par l'État. Ils accomplissent des tâches d'intérêt général dans une association ou une collectivité territoriale et acquièrent aussi une expérience professionnelle. François Hollande entend que dès le 1er juin, plus de 150 000 jeunes soient concernés. Voilà, et pour cette édition spéciale, on accueille notre premier plateau et nos premiers invités pour évoquer la scène intérieure, bien sûr, et les questions politiques et économiques, analyse et débat. Et le tout sera croqué en direct par notre dessinateur, Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Merci de nous accompagner. Je vous en prie, bonsoir à tous. Avec nous aussi ce soir, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, cofondateur du site Atlantico. Nous accompagne également Marcelo Westfried, bonsoir. Bonsoir Sonia. Journaliste politique à l'Express. Olivier Roucan est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Politologue, enseignant-chercheur. Et on va commencer avec vous, Caroline Deschamps, bonsoir. Bonsoir Sonia. C'est la chronique Net d'Info et elle est consacrée ce soir à cette conférence de presse qui a été largement évidemment commentée sur les réseaux sociaux. Et oui, la 5e conférence de presse de François Hollande n'échappe pas à la règle. Elle fait gazouiller les internautes. Près de 43 000 tweets ont été échangés, nous dit la société VisiBrain. Le mot-clé conf PR s'est retrouvé en tête des tendances France de Twitter. Et ce, dès le début de la conférence de presse qui a démarré à 11h sonnante. Ce qui fait dire au journaliste Olivier Picard, pile à l'heure, Hollande se baladurise. Beaucoup auront noté que l'exercice, plus ramassé que les fois précédentes, est plus cadré. Bruno Jeudi de Paris Match tweet « Hollande achève son propos liminaire, 16 minutes, plus concis, et dans lequel il a cité 13 fois la France ». Les journalistes politiques présents dans la salle des fêtes de l'Élysée, mais aussi très prolixes sur Twitter, ont relevé avec malice chacun des tacles de Hollande envers Sarkozy, sans jamais le nommer, il faut le dire. Geoffroy Clavel du Huffington Post écrit « Hollande, le mot synthèse est souvent mal compris, encore faut-il la réussir. Coucou Sarko ». Ou encore Marc Landré du Figaro, « Hollande rappelle qu'en 2002, il n'a pas hésité une minute pour appeler à voter Chirac et paf ». Mais alors, globalement, tous les analystes s'accordent à dire que le président se présidentialise. À l'instar de Renaud Pilat, de plus en plus mitterrandien, Hollande, l'international au-dessus et républicain de gauche modéré. Et Caroline, du côté des politiques, comment a été appréciée cette conférence, cet exercice? Alors évidemment, du côté de la majorité, on applaudit dès demain. Chez les écolos, il y a eu peu de réactions, mis à part Jean-Vincent Placé, qui n'est peut-être pas sans arrière-pensée. Je cite, après les bonnes annonces hier de Manuel Valls et Ségolène Royal, nette priorité de François Hollande pour le climat et la transition énergétique. Jean-Luc Mélenchon, lui, éructe, il tweet « Ça lui arrache la bouche, Hollande ». De rappeler que liberté, égalité, fraternité, c'est de Robespierre. Alors à droite, l'annonce de Hollande sur l'Ukraine est saluée par Éric Woerth, je cite, « Bonne et spectaculaire initiative franco-allemande sur l'Ukraine ». Pour le reste, Christian Estrosi estime que, je cite, « Cette conférence de presse, c'est l'amoncellement de petites mesures et d'usines à gaz. Un président pas à la hauteur des enjeux. » Et puis, Sonia, il y a eu beaucoup de tweets avec le hashtag bilan Hollande, avec des infographies plutôt bien faites, montrant le bilan jugé calamiteux du président. Mais il faut savoir que l'UMP avait organisé une riposte numérique pour inonder Twitter de contre-messages. Mais bon, il n'y a eu que 2000 tweets, donc par rapport aux 43 000. C'est sûr, il n'y a pas photo. Est-ce qu'il y a eu des blagues potaches, comme on en trouve souvent sur le web, Caroline? Alors, la cravate était droite, vous l'avez remarqué. Le soleil... Il ne pleuvait pas. Le soleil était radieux. Signe des temps, il ne s'est mis à neiger qu'après la conférence terminée. En revanche, une anecdote a provoqué l'hilarité des réseaux sociaux. Au moment où François Hollande est grave, il fend l'armure et dit « J'ai changé, le 11 janvier m'a changé ». Et là, une mouche inopportune est venue lui tourner autour. Eh bien non, donc il n'a pas changé, puisqu'après l'épisode du pigeon lors du rassemblement du 11 janvier justement, qui avait souillé l'épaule du président,
C'est aujourd'hui la mouche qui se pose sur son front. Un moment évidemment qui a été immortalisé et retweeté à l'envi. Mais peut-être est-ce un signe de plus que François Hollande se présidentialise. Car comme le rappelle le Huffington Post, Barack Obama a connu plusieurs fois cette mésaventure et s'en est sorti avec brio en tuant l'insecte sur le cou, ou comment faire mouche. C'est une belle chute. On va regarder, Caroline, si vous le voulez bien, la première caricature d'Hervé Baudry sur le sujet. J'ai regardé, j'ai vu aussi la mouche, Caroline. Et là, voilà, c'est l'effet Charlie. C'est pas mini drone, hein, donc il passe juste devant. C'est un petit clin d'œil, voilà, de là-haut. Alors, messieurs, on va entrer dans le détail et sur le fond de cette conférence de presse, peut-être sur la forme. Alors, au-delà de la mouche, hein, plus sérieusement, un mot sur la forme, le style, Olivier Roucan. Oui, une forme donc, comme vous l'avez dit, resserrée, un propos plus bref d'introduction, ensuite un jeu de questions-réponses limité. Donc on a un président concentré, un président grave également, qui s'amuse moins de petites phrases et de formules un peu alambiquées, donc qui va à l'essentiel. Bon, tout ceci participe des commentaires qui ont été faits. Immédiatement, il se présidentialise. Le contexte explique énormément ce changement de commentaires. François Hollande, il est président depuis 2 ans et demi et il occupe la fonction. La politique étrangère, il l'amène depuis plus longtemps. Donc il y a là un effet, mais c'est un effet presque, j'allais presque dire, de communication. Jean-Sébastien Ferjou, même question. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée et de cette conférence? Sur la forme, effectivement, je trouve qu'il fait plus président qu'il ne le faisait avant. Alors, je ne sais pas si c'est ses équipes de com. Je pense d'ailleurs que ses équipes de com sont plus efficaces maintenant qu'elles ne l'étaient pendant le début du coup. Vous ne pensez pas qu'il a changé lui-même comme il l'a dit? Je pense que ce qui a pu changer aussi, c'est notre regard suite au 11 janvier. Je ne suis pas certain qu'il ait beaucoup changé, parce que regarder que la forme, à la limite peut-être a-t-il changé, ça ne me paraît pas le plus important. Moi, ce qui me frappe, c'est que sur le fond, il n'a pas beaucoup changé, malheureusement. Marcelo Esfried. Non, c'est vrai que au final, ce qui est le mieux réussi de cette conférence de presse, c'est la forme, justement. Parce que si on cherche à retenir les annonces, on va en parler, mais les annonces saillantes, etc., on a du mal. En revanche, effectivement, il y avait, à mon avis, c'était réussi sur la forme parce qu'il y a une double conjonction. Il y a une conjonction du fait que lui est sorti de cette séquence, c'est une séquence où il s'est révélé, il a quand même été transformé, ça on peut lui faire crédit, c'est quand même des journées historiques qu'il a très bien gérées. Et par ailleurs, c'est vrai que parallèlement, il y a une nouvelle communication qui s'est installée à l'Élysée depuis quasiment le mois d'avril. Et là, c'est des petits détails, mais bon, l'ensemble faisait qu'effectivement, ça avait plus de tenue. Par ailleurs, les équipes de François Hollande avaient tenu à ce que les questions du début, la première heure ou quasiment, portent sur l'international. Donc ça donne de la gravité. On était dans l'Ukraine, on était dans Merkel, dans la Grèce. Donc ça donnait une certaine gravité. Moi, je suis beaucoup plus déçu sur le fond. Alors, vous avez beaucoup parlé du mot transformation. Hervé Baudry, vous avez dessiné la transformation en marche. On va la voir tout de suite. J'ai plissé les yeux, puis je l'ai vu un petit peu son corps se déformer. Et comme les Transformers, vous voyez, hop, il commence à grandir derrière le plateau. Mais on est sur la forme, hein, j'entends bien. À l'écran, Caroline Deschamps, juste pour conclure sur les nombreuses réactions politiques, est-ce que vous avez noté une réaction de Nicolas Sarkozy, le patron de l'UMP? J'ai scruté Facebook, mais pour le moment, pas de réaction. Pas de réaction. Donc, il n'est peut-être pas là. On va en parler dans quelques instants. Merci Caroline Deschamps pour votre chronique nette d'infos qu'on retrouve tous les mercredis dans le 22h. Merci à vous. Alors on va entrer, messieurs, dans le vif du débat et évoquer les différents thèmes abordés lors de la conférence de presse. Il a été question des quartiers, de la politique de la ville. Et avant d'en parler, regardons cet exemple à Gennevilliers où le maire essaye de changer justement l'image de la ville. C'est un reportage de Paul Bouffard. Dans la presse, une annonce. L'appel d'un maire aux journalistes. Sa ville, populaire et fière de l'être comme il le dit, n'est pas seulement la ville d'un des frères Kouachi, le terroriste. Dans son appel, le maire nous invite à venir voir Gennevilliers, un lieu d'innovation sociale selon Patrice Leclerc. Alors, on a répondu à l'appel. Les médias et notamment les télévisions viennent souvent dans les villes populaires dans des moments extraordinaires et souvent négatifs dans des faits divers. Et je trouve que ça devient humiliant, stigmatisant pour les populations. Et j'ai voulu alerter sur ce traitement normal des médias. Et je voudrais qu'ils traitent la vie normale des gens aussi, des couches populaires qui vivent à Gennevilliers ou dans d'autres villes et qui réalisent des choses extraordinaires au quotidien, qui développent de la solidarité, qui vivent dans la culture. Faut dire qu'à Gennevilliers, on est en chantier. La ville se rénove et le maire tient à nous montrer son tout nouvel éco-quartier.
Un quartier qui a vu le jour grâce à une ambition nationale vieille de 30 ans, la politique de la ville. Ça nous permet d'améliorer la vie des habitants en améliorant leurs conditions de logement, en améliorant leurs espaces et leur environnement. Et c'est bien ressenti par les habitants. Ça travaille aussi sur la dignité, sur le fait qu'on n'a pas honte de son bâtiment, on n'a pas honte d'inviter des amis. Et que malgré les difficultés de la vie, on peut vivre dans un cadre de vie agréable. En banlieue, on a le droit au beau et c'est ce que nous revendiquons ici. Gennevilliers, une des premières villes qui a bénéficié de cette politique dite de revalorisation des zones urbaines. 1982, ça commence dans le quartier des Grésillons. Alors là, on est dans le quartier des Grésillons de Gennevilliers, qui est un des 15 premiers quartiers qui a été politique de la ville. Alain Bourgarel s'en souvient bien. Père du système des ZEP en France, il habite Gennevilliers depuis 50 ans. Ça prend du temps, mais la politique de la ville est indispensable selon lui. Je crois que la politique de la ville permet de repérer ces quartiers qui sont assommés de difficultés et de leur donner leur permettre d'établir un projet et ensuite de réaliser ce projet. L'observateur n'est pas dupe, il le sait. Rénover ne suffit pas. Il faut aussi accompagner la jeunesse vers l'emploi notamment. Dans le quartier du Luth, à quelques minutes de là, le chômage des jeunes atteint 25% de la population. Voilà pour ce sujet sur la politique de la ville dont on va parler, toujours en compagnie de Jean-Sébastien Ferjou, Olivier Roucan, Marcelo Wisfried, mon complice Hervé Baudry et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault nous a rejoint. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, pour ceux qui s'attendaient à des annonces, Jean-Sébastien Ferjou, ce n'était pas visiblement l'objectif de cette conférence de presse. D'ailleurs, l'objectif a été dit lui-même, affirmé par François Hollande, c'est de prolonger l'esprit du 11 janvier. Et il a fait des rappels sur l'école, la laïcité, les quartiers. Ce sont là des chantiers colossaux. Quand est-ce qu'on peut en voir les résultats, les fruits? Certainement pas d'ici la fin du quinquennat, mais malgré tout, sur les annonces, il en a quand même fait une d'importance, qui n'a pas à voir avec les sujets que vous évoquez, mais c'est quand même cette initiative avec Angela Merkel, on va en parler, dont l'Europe avait largement besoin. Certes. Et pour le coup, je trouvais que la conférence de presse était importante là-dessus. Sur les autres sujets, oui, mais on a l'impression, même s'il est meilleur sur la forme, que François Hollande, il est le président d'un univers qui existe peut-être dans les conversations entre lui et ses conseillers, et pas vraiment dans la réalité. Quand vous pensez qu'il n'a pas prononcé le mot islamisme, par exemple, une seule fois pendant la conférence de presse, en 2 heures, il est dans un déni sémantique, on ne nomme jamais les choses. Il y a un apartheid, enfin il n'a pas repris le mot d'ailleurs, mais on ne fait pas de statistiques ethniques, on ne sait pas qui sont les gens discriminés, on ne sait pas comment faire la distinction, dans son esprit en tout cas, entre quelqu'un qui est discriminé. Vous pouvez avoir 2 personnes qui habitent, admettons, à Gennevilliers, il y en a un qui s'appelle Paul Martin et l'autre qui s'appelle Mustapha je ne sais quoi. Les 2 vont être discriminés à cause de leur adresse. Il y en a un qui va être plus discriminé que l'autre à cause de son nom. Mais on s'interdit de le voir. Et il est dans un rapport à la réalité comme ça qui est dénué d'intérêt réel. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'autre annonce sur les associations. Aussi dire on va encore mettre plus d'argent dans les associations. Oui, alors, mais il y a eu de multiples rapports de la Cour des comptes. Sur le premier thème, vous jugez donc, Olivier Roucan, je vous fais réagir là-dessus, que François Hollande ne nomme pas les mots MAUX de notre société. Il a évoqué l'égalité républicaine. Il a évoqué un certain nombre de valeurs et de principes pour répondre à ces mots variés. Et sur la question des statistiques ethniques, il a répondu très clairement qu'il n'en était pas question. Et pas plus François Hollande que ses prédécesseurs ne peuvent engager ou s'engager dans la voie des statistiques ethniques, sauf à réviser la Constitution, puisque vous ne pouvez pas faire de discrimination, quelle qu'elle soit, fondée sur les origines. Oui, mais en même temps, il a un Premier ministre qui nous a parlé d'apartheid, donc il faudrait peut-être qu'il y ait une cohérence. Il n'a pas répondu, vous voyez bien, il y a une répartition des rôles, là on sait bien ce qu'est l'exécutif. Vous avez un président qui est sur les valeurs, qui défend le bloc de constitutionnalité, et vous avez un Premier ministre qui est dans l'action et qui a notre langage. Il y a une répartition des rôles, il l'a bien rappelé. Les statistiques ethniques n'étaient qu'un exemple. De fait, on parle toujours de valeurs et très peu de leur projection. Marcelo Wisfried, moi je note les mots, la politique du peuplement, le service civique universel, une réserve citoyenne. On est tous d'accord sur ces principes, mais avec ces éléments, est-ce qu'on va remettre clairement, parce que c'est une urgence et c'est l'objectif, bien dans le giron de la République, ceux qui prennent, je veux dire, des chemins différents? Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vos analyses, parce que je trouve qu'il n'était pas hors sol. On était dans une ambiance, au contraire, je trouve qu'il fait durer la séquence, on a l'impression d'être encore dans la semaine des attentats, on est dans cette gravité, etc. La seule chose, là où je vous rejoins, c'est que
il n'est pas du tout dans l'audace, il n'est pas du tout pour aller chercher des propositions. Le référendum, n'en parlons pas. Les statistiques ethniques, ne regardons même pas. La discrimination positive, oh là là, qu'est-ce que c'est? Parce que ce qui nous vend, c'est le rassembleur, c'est le type qui est au-dessus, c'est l'homme de la méga-synthèse. C'est plus la synthèse, c'est la méga-synthèse. C'est l'homme qui, demain, fera rempart au Front National s'il y a le Front National face au deuxième tour. Donc, il est dans une stratégie et du coup, c'est vrai que du coup, ça donne un contenu un peu fade. En politique, il y a un autre exemple concret. À un moment, une question lui a été posée assez intéressante, enfin même très intéressante, sur le service militaire adapté qui existe en Outre-mer. Et pour rappeler aux gens ce dont il s'agit, donc c'est l'armée qui forme des gens en rupture scolaire, enfin des gens en difficulté. Il a dit que oui, on ferait une expérience. Avons-nous vraiment besoin de 6 mois pour comprendre ce que l'armée peut apporter ? Franchement, l'armée, c'est quoi? Est-ce que l'armée fait des parcours citoyens, des ateliers laïcité, passe des heures à parler de la République, ou est-ce que simplement l'armée incarne des règles et de l'autorité? Est-ce que vraiment on a besoin de se poser ce genre de questions-là? Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est dans les mots, effectivement, il parle des mots, donc les mots, ils ont pas un rapport avec le réel. Il est très peu dans... Oui, c'est le renforcement des services civiques, donc au-delà de cette expérimentation. On n'a pas les moyens de le financer. Écoutez, 3 milliards d'euros pour une classe d'âge. Il s'est engagé à augmenter le nombre de contrats, il l'a rappelé, donc on peut quand même, on regardera, mais on peut pas quand même penser que c'est une voie pour créer ce lien social, puisque le service civique, c'est pas un contrat de travail. Hein, donc, vous croyez que les frères Cauchy auraient souhaité faire un service civique? Deux points importants. Deux questions à Jean-Luc Gombault. Je fais juste un passage par la caricature d'Hervé Baudry, justement, puisqu'on parle du service civique. On va la voir s'afficher à l'instant sur l'écran. Si c'est sur la base du volontariat, ça risque de poser quelques problèmes parce que les jeunes maintenant ils veulent du Wi-Fi partout. S'il y a du Wi-Fi, ils iront faire le service. On n'a pas les moyens, on a dit Hervé Baudry. Jean-Luc Gombault, deux choses. Ce service civique universel, est-ce que c'est, on peut poser la question, un emploi jeune déguisé, hein? Est-ce que c'est une... ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà, puisque vous savez, lorsqu'on a voté le budget 2015, le Parti socialiste, par la voix, je crois d'ailleurs de son président, Bruno Le Roux, avait dit il faut 10 000 emplois jeunes de plus par rapport à ce qui est prévu dans le budget 2015 pour les porter à 160 000 pour l'année 2015. Et le gouvernement a dit d'accord, et dans les 10 000, il en a mis 5 000 dans le service civique. Donc, en fin de compte, c'est une manière, parce qu'un service civique, ça coûte quand même moins cher. Mais ce n'est pas un contrat de travail, alors que les emplois jeunes, c'était des contrats de travail. Oui. L'État finance 500 et quelques euros, et ce sont des missions dans les collectivités locales ou les associations qui doivent être définies dans un esprit, justement, de créer du lien social, les valeurs, ce n'est pas et améliorer un peu l'employabilité, c'est vrai, mais ce n'est pas un contrat de travail. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait passer sur 10 000 emplois jeunes, on a mis en fait 5 000 parce que ça coûte moins cher en réalité. Ça, évidemment, ça coûte cher. Ce qui coûte encore moins cher, c'est le service civique en Syrie, les gens qui vont faire des stages en Syrie, parce qu'effectivement, c'est là où... on est dans l'humour cynique. Oui, mais je le dis de manière volontairement provocante, précisément pour préciser ce que je disais tout à l'heure. Malgré tout, ça peut être des initiatives intéressantes. Oui, personne n'en doute qu'il y a un besoin de mixité dans ce pays, de mixité sociale. Personne ne doute qu'il y a besoin de recréer du lien social. Donc, après, est-ce que le service civique est une solution à la hauteur des enjeux? La réponse est non. À la limite, si on le faisait pour l'ensemble d'une classe d'âge, ce dont je pense qu'on ne pourrait pas faire à cause de l'une des solutions, Jean-Sébastien Ferjou. Il y avait... Mais je suis d'accord. Une autre étant ce que je vous disais... la politique qu'il a annoncée... Parlons-en du mot peuplement. Il donne l'injonction aux bailleurs sociaux et il faudra qu'ils se montrent responsables. Mais on leur demande quoi aux bailleurs sociaux? On leur demande d'assurer la paix civile dans des quartiers ou dans les immeubles dont ils s'occupent. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vous avez des catégories de population, en fonction souvent de l'origine ethnique, pas seulement, mais notamment en fonction de ce critère-là, qui ne veulent pas vivre ensemble. Donc il y a des populations qui se séparent de fait. Il n'a pas l'air de s'en rendre compte, parce qu'il a l'air de penser que ça n'est que des erreurs commises dans les politiques de la ville. Ce qui est le cas. Mais donc on demande aux bailleurs sociaux quoi? On leur demande politique de la ville, hein. Non, mais moi je vous dis, il faudra que les bailleurs sociaux assument leurs responsabilités. Mais on ne leur en donne pas les moyens. On ne leur en donne pas les moyens. Il n'a pas encore décliné les moyens, hein. Comme votre mais les moyens intellectuels. La politique de la ville est une politique qui est insuffisante, mais absolument nécessaire. Et quand on a diminué les fonds aux associations que vous semblez penser être trop, conséquents et donner lieu à des gaspillages, lorsqu'on les a diminués drastiquement, c'est en 2004.
Et 1 an plus tard, vous connaissez les événements. Donc là, il dit qu'il va augmenter. Il a parlé d'un outil sur... Chacun son tour. Allez-y. Il a évoqué des pouvoirs plus prescriptifs du préfet si les seuils en matière de logements sociaux n'étaient pas respectés. Donc on dirait qu'il y a un peu de volontarisme. Et puis la volonté aussi de simplifier les choses avec cette agence du développement économique. Donc ça, c'est très important. Il faudra voir quand même comment ça s'articule avec les régions, puisqu'on sait bien que pour le développement économique, c'est la région qui... Allez, autre thème, messieurs. Marcelo, pardon, autre thème. Il y a eu une nouvelle fois la promesse, si je puis dire, la promesse de ne pas se représenter en 2017 si le chômage se poursuit et poursuit sa progression. Une fois de plus, le président lie son destin à la question importante, certes, du chômage. Pourquoi le fait-il? Personne ne l'y oblige. Pourquoi? Alors, d'abord, on a très peu parlé de sujets économiques et sociaux pendant cette conférence de presse, mais c'est vrai qu'il a il a apporté lui-même ce sujet alors que personne ne lui a demandé, ne lui a posé la fatidique question qu'on lui aurait posée il y a 6 mois, il y a 12 mois sur « Non, mais allez-vous vous représenter, allez-vous continuer jusqu'au bout de votre mandat ?» Là, on n'est plus dans cette perspective-là. Et lui-même, il met en scène, il dramatise, il crée une sorte de suspense autour de « Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais me présenter à la fin? Ça dépendra du chômage. » Moi, cette partie-là m'a paru un brin un peu indécente parce que il ramène ça à son statut personnel. Mais sur la question du chômage, de la création d'emplois, etc., il a effectivement évoqué cette question de l'agence de développement économique. Maintenant, c'était flou, on attend de savoir ce qu'il en était. Au début de son mandat, il nous avait présenté la BPI comme étant un guichet unique. Là, on a une nouvelle institution. Est-ce que c'est une couche de plus ou est-ce qu'au contraire, ça va être une façon de... Voilà, c'est ça, on aimerait avoir des détails. Alors d'abord, parce que là, ce dont on parle, on remet en question l'esprit dans lequel il a voulu faire cette conférence de presse. Alors après, il s'est peut-être trompé en faisant cet esprit. Son idée, c'était quand même que les événements du 11 janvier, ce qui a suivi, ont montré que sur la base de la politique extérieure qui semblait ne pas du tout intéresser les Français, les intéresse brutalement parce qu'il s'agit de guerre et de terrorisme. Et donc c'est sur cette base-là que je me suis requinqué et que j'ai remonté ma popularité et donc je continue sur ce chemin-là. C'est ça. Alors après, on peut dire c'est pas ça qui intéresse les gens, mais c'était ça sa stratégie de conférence de presse. Et c'était ça. Et donc il a pris cette ligne, il l'a adoptée, il a peut-être échoué, mais en réalité c'est ça qu'il a fait. Et effectivement, les gens s'intéressent peut-être de plus près à ces questions qui apparaissaient auparavant très loin d'eux, parce qu'elles s'approchent de l'Ukraine, le terrorisme. Je ne vous fais pas un dessin. Par ailleurs, sur la question du chômage, il l'a répété 2 à 3 fois, il l'avait déjà dit d'ailleurs, je prends mes risques. Alors, je comprends qu'il y a un aspect un petit peu, peut-être, ça paraît un peu petit, cette affaire, mais quand même, il prend un risque énorme. Il dit, alors en plus c'est assez vague quand même, il dit, si un président ne remplit pas les engagements pour lesquels il a été élu... Mais Jean-Louis, c'est pas un risque énorme, puisqu'en France, on peut se permettre, quand on est président, de faire ce genre de promesses. Nicolas Sarkozy l'avait fait, le chômage n'a pas diminué, pour autant, il s'est quand même présenté. Oui, mais il n'avait pas dit qu'il ne se présenterait pas. Mais il n'avait pas dit. Parce qu'en France, ça n'a pas de grande importance, parce qu'on peut se permettre de faire ce genre de promesses sans que ce soit... Je vais vous dire pourquoi c'est important. Il avait aussi promis, en disant, si à mi-mandat, il avait écrit dans un livre avec Edoui Plenel, si je me souviens bien, que si à mi-mandat, il est en situation d'échec, il acceptait de remettre en cause son mandat. Oui. Alors, lui a-t-on demandé des comptes? C'est important parce qu'il n'y arrivera pas. Parce que on peut, alors oui, mais alors si on sait que c'est dire que ça change un peu le truc, parce que et lui non, vous pouvez pas dire en même temps il ne parle pas des choses qui intéressent les Français et qu'ils les attendent pas sur le chômage. On peut pas dire ces deux choses-là. Il a dit que c'est quand même énorme. En fait, si ça continue au rythme actuel, le chômage aura augmenté en France au cours du quinquennat de plus d'1 million. C'est quand même quelque chose de considérable. Et donc, on va dépasser le cap des 4 millions. Le chômage augmente chaque mois de 18 000. Sous le Sarkozy, il a augmenté de 12 000 chaque mois. Donc, quelque part... Allez, oui, il faut qu'on passe à d'autres sujets. Donc, la réponse d'Olivier Roucan, je vous laisse parler dans un instant, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, je pense que c'est quand même un acte de courage de ce point de vue. Et les temps changent. On a aujourd'hui des citoyens qui contrôlent, c'est un président qui est sans arrêt confronté à son bilan. Dans la presse, on lui rappelle ses promesses. Les temps changent. Il y a de ce point de vue une pression différente avec ce président, sur ce plan notamment. Mais c'est lui-même qui s'est mis dans cette
cette parlé, situation. il a quand même très peu parlé d'emploi. Pardon, sur 2 heures. Alors c'était très bien. Mais ce n'était pas l'objectif. Ah ben oui, mais c'est pas l'objectif. Quand on a ce volant, 28 000 chômeurs de plus chaque mois, on peut pas ne pas en parler. Je suis désolé. Il y a aussi des questions qui sont posées. On aurait pu au moins effectivement poser cette question-là, puisqu'il y a quand même quelque chose qui ne nous a pas dit, c'est qu'il s'est passé un événement majeur il y a 2 semaines, c'est qu'on bénéficie du meilleur contexte économique qu'on pourra jamais rêver, à moins peut-être de trouver du pétrole dans le golfe de Gascogne, mais c'est que là, plus rien... Oui, mais pas suffisamment pour qu'on puisse espérer devenir le nouvel Angola. Une conjonction des astres, on va dire, un alignement. Avec la baisse des prix du pétrole, avec l'action massive de la Banque Centrale Européenne, avec la baisse des taux, on pourrait imaginer, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire de réformes structurelles. La question ne lui a pas été posée. Il aurait pu dire, mais regardez, maintenant on peut se permettre parce qu'on a enfin l'oxygène pour pouvoir le faire. Il a dit réformer, réformer, réformer jusqu'à la fin du mandat. Mais il a surtout dit, comme il avait dit au moment de ses vœux aux entreprises, que le pacte de responsabilité est en place, le CICE est en place, et en gros maintenant on vous a donné le contexte, débrouillez-vous. On va conclure alors cette que les première réformes partie structurelles ne sont pas faites. en regardant déjà la caricature d'Hervé Baudry, puisqu'elle aborde le sujet dont je veux parler. On va la on voir est tout de raccord, suite. c'est extraordinaire, on est raccord. Formidable. La voici. Eh ben, c'est Hollande qui est en Ukraine et qui dit j'espère qu'on va en venir à bout. Il y a quelqu'un qui arrive en courant. Abu Dhabi, j'en viens. C'est l'ex. Alors justement, Marcelo Istri, il y a eu cette critique contre l'UMP là de Nicolas Sarkozy face au Front National, et puis il y a aussi une pique de Nicolas Sarkozy face à, je veux dire, la gestion de l'UMP. En tous les cas, les cieux sont agités et les temps troublés à l'UMP qui tente de justifier le déplacement de son patron lundi pour une conférence à Abu Dhabi. Est-ce que ça laissera des traces? À droite, vous voulez dire? Ah oui, oui, non, c'est-à-dire qu'effectivement, la séquence à droite est incroyable, parce qu'on ne s'attendait pas du tout, on n'était pas du tout parti sur ça. On imaginait que le Doubs avait un problème pour le PS, et c'est devenu une séquence catastrophe pour la droite. Chaque jour, avec un feuilleton, chaque jour, on se rend compte que voilà, ça dure. Chaque jour, il y a des rebondissements. Là, Sarkozy, loin de tout ça. Et vous avez vu d'ailleurs dans la conférence de presse, Hollande, parce que Sarkozy, c'est pour lui une obsession. Il l'a taclé une fois, une deuxième fois. Il a rappelé ce que lui avait fait en 2002, quand le Front National était au second tour et que lui, François Hollande, avait appelé à voter pour Jacques Chirac. Il a clairement essayé de mettre Nicolas Sarkozy dans un corner, et c'est vrai que le grand perdant de cette semaine, c'est l'ancien président. C'est votre avis, Olivier Roucan? Oui, Nicolas Sarkozy, mais depuis le début de son retour, il est confronté à un jeu qui correspond pas à sa marque, pourrait-on dire. Donc certains disent il se hollandise. En tous les cas, il doit gérer des concurrences. Il est il a une parole moins claire qui évolue. Donc il fait de la gestion partisane, et il avait été déconseillé d'ailleurs de revenir à la tête d'un parti. Et en plus là, il ne peut pas finalement, parce qu'il pense déjà à la présidentielle, donc il est dans un entre-deux. Il ne peut pas jouer vraiment le chef de parti, parce qu'il est clair que la position qu'il adopte là n'est pas celle vraiment qui correspond aux attentes de la majorité des militants de son parti. Et le président, donc, peut utiliser, puisque c'était le thème saillant de son intervention, le langage républicain, avec les valeurs de la République et ceux qui n'ont, pour mettre Nicolas Sarkozy en difficulté. Et justement, Jean-Sébastien Ferjaux, quand on écoute un petit peu le camp de Nicolas Sarkozy, même parfois les proches, ils disent que peut-être que l'actuel patron de l'UMP ne se rend plus compte qu'il n'est plus à la tête de l'État, en fait. Est-ce que c'est ça aussi le problème? Par exemple, comment expliquer qu'il n'ait pas réagi aujourd'hui après la conférence de presse? Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle du chef de l'opposition de tout de suite réagir après une telle prise de parole présidentielle? Oui, peut-être que ça aurait été compliqué parce qu'il y avait malgré tout le point central qui était encore une fois l'Ukraine, en tout cas à mon sens. Après, que c'était une très mauvaise semaine et pour l'UMP et pour Nicolas Sarkozy, personne ne peut en douter, mais je pense qu'effectivement Nicolas Sarkozy a perdu une partie de son instinct. Il n'a pas seulement perdu une partie de son instinct, il a aussi perdu des membres clés de son entourage. Donc il a perdu des gens qui savaient le canaliser d'un point de vue presque personnalité, en quelque sorte. Qui savaient On a envie de vous demander lesquels? Cécilia Sarkozy, par exemple, qui jouait ce rôle-là. Oui, mais quand on fait référence à la campagne de... un retour, là. Non, mais quand vous regardez le dispositif qu'a créé la victoire de 2007, parce que c'est de ça dont on parle, si on compare un échec, enfin, essayons de le regarder par rapport à quand ça marchait. Quand ça marchait, il y avait quoi? Il y avait ça, il y avait un entourage qui savait le canaliser, il y avait aussi la firme qui savait le faire, et puis il y avait le duo magique, Henri Guénaud, Patrick Buisson, qui lui donnait une stratégie.
Mais oui, parce que... certains disent conseiller maudit pour Patrick Buisson. Peu importe, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la ligne idéologique que défendaient Henri Guénaud et Patrick Buisson, d'ailleurs qui n'était pas la même, mais qui créait une tension qui permettait à Nicolas Sarkozy justement d'être un peu en lévitation. Ce duo-là n'existe plus. Patrick Buisson n'est plus là, en tout cas plus officiellement. Et ça explique selon vous on peut se poser la question de s'il est ou non auprès de certains conseillers de Nicolas Sarkozy. Henri Guénaud est encore là, mais il est plus par loyauté personnelle. On sent bien qu'il n'y croit plus. Après, moi je crois que Nicolas Sarkozy, sa clé, c'est la performance. Il va s'en rendre compte, donc il va essayer de se donner. Et on aura l'occasion d'en reparler. Alors messieurs, on va poursuivre cette édition spéciale pour évoquer, vous en parliez Jean-Sébastien Ferjou, c'est l'un des points essentiels, l'annonce, l'initiative évidemment franco-allemande ce soir, François Hollande et Angela Merkel à Kiev auprès du président Porochenko pour tenter de trouver un compromis au conflit qui secoue la région. Ils seront tous les deux demain à Moscou, les faits avec Paul Bouffard, regardez. Un voyage pour la paix. Angela Merkel, François Hollande, ils arrivent à Kiev avec une mission, imposer la paix en Ukraine. Kiev ce soir et Moscou dès demain, l'axe franco-allemand tentera de faire signer l'accord de paix à Vladimir Poutine. Mais depuis ces dernières semaines, déjà de nombreux cessez-le-feu n'ont pas été respectés. Moscou affirme que les rebelles pro-russes agissent de façon indépendante. À l'est du pays, les combats se poursuivent aux alentours de Donetsk. Hier, 2 obus tombaient sur un hôpital de la ville, tuant 4 civils. Depuis le début du conflit, il y a 10 mois, plus de 5000 personnes auraient perdu la vie. Ce matin, John Kerry, le secrétaire d'État américain, rencontre le président ukrainien. Demande pressante de Washington à l'encontre de Moscou. Nous voulons une résolution diplomatique, mais nous ne pouvons fermer les yeux sur ces chars qui traversent la frontière de la Russie vers l'Ukraine. Nous ne pouvons fermer les yeux sur ces combattants russes sans uniforme affiché qui traversent la frontière. À Kiev, les États-Unis envisagent toujours d'armer l'Ukraine si la diplomatie venait à échouer. Voilà, et on poursuit notre émission, toujours en compagnie du journaliste politique Marcelo Westfried, de Jean-Sébastien Ferjou, qui est le cofondateur d'Atlantico, de notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, de mon complice, Hervé Baudry. Et on accueille avec plaisir le grand reporter au Figaro, Renaud Girard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Hollande et Merkel à la manœuvre. Avant d'entrer, Renaud Girard, dans les détails de ce déplacement, une telle initiative, une démarche en faveur de la paix, il faut la saluer, l'encourager. C'est ce que fait apparemment l'ensemble de la classe politique ce soir. Elle a raison, je crois. Déjà, François Hollande avait pris une initiative, je crois, assez heureuse, qui était en décembre de s'arrêter à Moscou pour essayer de relancer le dialogue avec Vladimir Poutine. Le président de la République revenait du Kazakhstan. Je crois qu'il essaye d'être honest broker, d'être intermédiaire sincère entre, je dirais, les Occidentaux, les Américains et les Russes. Je crois qu'il y a une incompréhension. Je crois qu'on n'a pas eu de politique russe en Europe de vraie politique russe depuis 10 ans. Je crois qu'il y a beaucoup de paranoïa chez Poutine. Il faut dissiper les brouillards de cette paranoïa et il s'y emploie. Il s'y emploie bien sûr avec Merkel et il a raison. Et bien sûr qu'il ne faut pas que ce conflit régional devienne un conflit international, parce qu'on a d'autres choses. On a besoin de la Russie. D'abord, la Russie n'est pas notre ennemi, à nous Français. Elle n'a jamais été notre ennemi depuis très longtemps. Et puis, on a besoin de la Russie sur le Moyen-Orient. On va en parler. Et François Hollande et Angela Merkel seront demain à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. On fait juste un petit détour par la caricature d'Hervé Baudry sur ce sujet. C'est le couple franco-allemand. C'est le couple franco-allemand, là, donc qui ne va pas livrer des armes, mais qui va essayer de livrer des colombes. Ah oui, voilà, bah évidemment, les fameuses colombes de la paix. Marcelo Westfried et Jean-Sébastien Ferjou, la guerre au cœur de l'Europe, c'est le défi, l'un des plus grands défis de l'Europe, si ce n'est le plus grand défi de l'Europe. Et François Hollande a présenté cette démarche comme celle de la dernière chance, évoquant même, et c'est peut-être assez étrange, la probabilité d'échouer. Il dit, et si on échoue, eh bien, voilà, on aura essayé, ce fameux couple aura essayé. Est-ce que ce n'est pas un petit peu étrange, justement, d'aborder cette probabilité d'échec? Peut-être qu'elle existe, certainement qu'elle existe d'ailleurs. Oui, elle existe, mais effectivement, je pense que l'important était le signal envoyé et de donner l'impression, parce que je vous rejoins absolument, il y a une paranoïa chez les Russes. Quand on discute avec des Russes à l'heure actuelle, on se rend compte que eux craignent que l'Ukraine puisse devenir la cause de la Troisième Guerre mondiale. Ça nous échappe totalement, parce que pour nous, ça nous intéresse finalement assez peu, le dossier ukrainien. Mais là, François Hollande a donné un signal clair. Il y avait d'ailleurs une inflexion de la politique étrangère française, puisque quand il dit l'Ukraine n'a pas vocation à être dans l'OTAN,
Jusqu'à présent, François Hollande était sur une position beaucoup plus proche de celle des États-Unis. Il ne disait pas explicitement l'inverse, mais enfin, il se gardait bien de le dire. Et donc là, c'était important parce qu'effectivement, l'Europe s'est un peu mise dans une impasse sur le dossier ukrainien, puisqu'en étant sur une position maximaliste, on sait que l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'Union européenne. On sait que ça n'est pas possible de faire ce qui a été fait avec les États baltes ou avec la Pologne. Historiquement, cette phase-là est terminée et de toute façon, ça n'aurait pas de sens par rapport à ce qu'est l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une initiative très intéressante. Il l'a fait au moment où John Kerry est à Kiev et c'est pour le coup un vrai pied de nez aux Américains. Voilà, c'est un vrai pied de nez aux Américains et c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est remettre l'Europe et la France et l'Allemagne sur le dos. Vous dites les Américains, Marcelo Wisfried, il ne faut pas se laisser, j'allais dire, déborder par les Américains qui ont exprimé leur volonté d'armer l'Ukraine face aux séparatistes et d'intervenir finalement. François Hollande, il a dit, c'est à nous, c'est aux Européens de nous occuper de ce qui se passe en Europe. Oui, il a été précis sur la question des livraisons d'armes. Il a dit, bon, on va pas commencer à livrer des armes létales, armes défensives ou offensives. Il a ironisé en disant, bon, qu'il n'y a pas de différence, voilà. Très conscient, très alarmiste sur le risque d'escalade. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ce qui était un tout petit peu curieux, c'est que dans ce déploiement il utilise le levier de la diplomatie. En général, le levier de la diplomatie est souvent proche du levier de l'intervention armée. Or là, il a tout de suite dit, de toute façon, dans tous les cas, nous, France, on n'interviendra pas dans ce différend qui devient un conflit, qui devient une guerre. Donc, on le comprend et on ne souhaite évidemment pas intervenir là-dedans, mais en général, la diplomatie s'accompagne aussi d'une sorte de menace derrière. Là, il a déconnecté ces deux choses-là. Là, Jean-Luc Gombault, c'est une diplomatie directe, active, offensive. Exactement. Alors, ce qui m'a frappé dans la façon dont il a présenté les choses, il a dit « Avec Angela Merkel, j'ai décidé ». Et là, ça fait bizarre, c'est-à-dire qu'on pourrait dire avec Angela Merkel, nous avons décidé de partir pour l'Ukraine. Donc avec Angela Merkel, j'ai décidé, la pauvre Angela, elle était un petit peu mise de côté. Il y a un aspect quand même qui n'est pas abordé dans cette affaire, je ne connais pas bien ces affaires diplomatiques, mais c'est l'aspect économique quand même. Parce que l'Ukraine est en banqueroute et la crise économique russe est d'une gravité extrême. C'est-à-dire, et on ne peut pas dire que ça n'aura pas de conséquences. Non pas parce que si effectivement on prend les chiffres du commerce extérieur, c'est absolument dérisoire par rapport au PNB de l'Europe, mais ça aura des conséquences financières. Imaginez une nouvelle banqueroute russe que celle que nous avons connue lors de la transition dans le contexte actuel international, c'est gravissime. Et dans les propos du président de la République, j'avais l'impression, je ne sais pas si ça a été la même que vous, c'est que il avait l'impression que c'était la dernière chance. Il l'a dit. La der des der. Oui. Il a parlé d'une guerre totale, de la possibilité d'une guerre totale. Et donc, à partir de là, il fermait toutes les possibilités. Est-ce qu'on dramatise ou est-ce que c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain également? On en parle tous les soirs dans nos journaux. Oui, alors il ne faut pas exagérer. Hein. Il y a des morts, effectivement, il y a eu 30 morts dans la banlieue de Mariupol. C'est une ville qui est sur la mer d'Azov et qui est toujours tenue par les Ukrainiens. On s'est beaucoup alarmé à cause de ça, mais répondait à un bombardement à Donetsk d'un arrêt de bus où il y avait une quinzaine de morts. L'armée ukrainienne bombarde les zones civiles à Donetsk, bombarde les hôpitaux, et d'ailleurs s'aliène une population qui au départ du bassin du Don n'était pas forcément contre Kiev. Pas pour Maïdan, mais pas forcément contre Kiev. Donc, en fait, les torts sont assez partagés. L'armée ukrainienne, elle fait pas le détail, si vous voulez, dans ces bombardements. Là, pour le moment... mais on entend peu ce point de vue. Oui, mais parce qu'il y a une sorte de... Vous savez... Oui, parce que dans le journalisme international, depuis 20 ans, il y a le manichéisme. C'est-à-dire que c'est à cause à cause du journalisme télévisuel. C'est-à-dire qu'il faut des sujets courts. Et pour faire un sujet court, si vous devez expliquer qu'il y a non seulement des méchants Serbes, mais des bons Croates et des bons musulmans en Bosnie, mais que les bons musulmans et que les bons Croates se font la guerre aussi de manière horrible, ça devient trop compliqué. Alors ce qu'il faut faire dans le journalisme moderne, c'est de dire, il y a des méchants, alors là c'est les Russes, il y a des gentils, c'est les Ukrainiens, et mon gouvernement est tellement cynique qu'il ne fait rien. Qu'il y a donc je pense qu'on le dit pas assez souvent, et que je pense qu'aujourd'hui, il faut pas dramatiser. C'est vrai que les séparatistes lissent un peu, ils ont pris l'aéroport de Donetsk, ils avaient déjà Donetsk, ils lissent les frontières, mais il n'y a pas d'attaque massive russe contre la ville de Mariupol, où il y a 500 000 personnes. C'est ce dont on parlait, l'enjeu et la paranoïa russe, c'est ça. Voilà, ce qu'il faut, c'est simplement... Alors, et je pense que si on livre des armes
à l'armée ukrainienne, à l'Ukraine, c'est donner un signal de vouloir d'escalade à la Russie qui n'est pas nécessaire et qui amènera peut-être alors la Russie à prendre Mariupol et même d'aller jusqu'à Odessa. Aussi une escalade, Renaud Girard. On ne peut pas le nier, non? Enfin, une escalade, cette escalade, elle est, je vous dis que l'attaque sur Mariupol, elle répond quand même à cette attaque sur Donetsk, ça c'est très bien. C'est pas manifeste. Et puis, il y a quelque chose qu'on cache aussi un petit peu. C'est que c'est sûr que les Russes aident les rebelles, mais ces rebelles existent. Bien sûr qu'ils sont la minorité de la population ukrainienne, mais il y a des gens qui sont attachés à la Russie dans le bassin du Don. Et au lieu de discuter politiquement en mars avec eux, on leur a envoyé l'armée. Une armée qui, en plus, l'armée ukrainienne, qui pensait gagner très facilement, a utilisé du canon lourd et du mortier et s'est aliéné une grande partie de la population. On va poursuivre cette édition. On va faire juste un petit détour par la caricature d'Hervé sur ce sujet. Oui, moi je suis toujours optimiste. Je pense qu'il y a encore une dernière carte. On ne l'a pas dit, mais c'est Mireille Mathieu. On peut l'envoyer là-bas. Elle a quand même 1000 colombes d'un seul coup. 1000 colombes. Oui, c'est du lourd. On va conclure sur ce sujet. Jean-Sébastien Ferjou. Mais effectivement, il y a ce que vous disiez. Après, il y a aussi une autre manière d'aborder les choses, qui est, tout comme sur la dette grecque, on n'est pas obligé de se poser la question doivent-ils payer, mais tout simplement peuvent-ils payer. Sur l'Ukraine, c'est un peu la même chose. C'est peut-on de toute façon faire quelque chose, ou est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour Kiev, pour le dire autrement? Après, moi, il y a un autre point dont je trouve qu'on a assez peu parlé aujourd'hui, mais qui était en filigrane dans les propos de François Hollande, qui a remis le couple franco-allemand très fortement sur le devant de la scène, et avec, je pense, un calcul derrière, qui est celui de la mutualisation du budget de la défense, parce que c'est quand même de ça c'est le sujet qui vient. Dont il s'agit. Et on tant mieux si on en parle aujourd'hui, mais parce qu'il ne l'a évidemment pas dit, mais c'est dans les cartons français, c'est bloqué pour l'instant au niveau de la Commission, mais on voit bien que le calcul de François Hollande, c'est de dire, nous, à vous les usines finalement, à nous les soldats, et puis vous allez payer parce que c'est vous qui avez les moyens. On va en parler. Merci, on va poursuivre cette édition et parler à présent d'un domaine très important auquel le président a bien sûr consacré une grande partie de sa conférence ce matin. C'est bien sûr l'international, la lutte contre le terrorisme et nos armées, vous venez d'en parler. La France sur différents fronts, c'est un sujet de Sophie Normand-Couturier. Engagés dans des opérations extérieures, quelques 10 000 militaires français sur 3 grands fronts. En Irak, ils sont près d'1 millier mobilisés pour un soutien uniquement aérien. Lancée en septembre dernier, l'opération Chamal est menée avec 32 pays. Sa mission, lutter contre le groupe État islamique. Les 2 autres grandes missions de la France se déroulent en Afrique. Au Sahel, l'opération Barkhane ex-Serval, lancée il y a 2 ans, mobilise 3000 hommes engagés contre les groupes terroristes, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique. En Centrafrique, pays livré à de violentes luttes armées, ce sont 2000 soldats qui participent à l'opération Sangaris. Leur effectif passera à quelques 800 hommes à l'automne. Plus modeste, d'autres engagements sont en cours avec quelques 4000 soldats français mobilisés en Côte d'Ivoire, au Liban et en Somalie. Total de la facture des opérations extérieures en 2014, plus d'1 milliard d'euros, pour un budget initial de 450 millions d'euros. Des crédits alloués à l'armée que François Hollande a dit lors de sa conférence de presse vouloir sécuriser. Et on poursuit bien sûr cette édition spéciale, toujours en notre compagnie le grand reporter Renaud Girard, notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud, mon complice Hervé Baudry, et on accueille avec grand plaisir Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient. Nous accompagne également le colonel Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir. Analyste des conflits, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, L'invention de la guerre moderne, du pantalon rouge au char d'assaut. Merci d'être avec nous. Agnès Levallois, on va commencer peut-être par le sujet, j'allais dire, brûlant, évidemment. Sur la Syrie, d'abord, la France maintient sa position. Elle frappe en Irak, mais pas sur le terrain syrien. Est-ce qu'on pourra adopter longtemps cette position, cette stratégie, selon vous? Moi, il me semble que non, parce que je ne vois pas comment on peut simplement vouloir attaquer les bases de l'organisation de l'État islamique simplement en Irak, lorsque l'on sait que cette organisation est à cheval sur la frontière entre l'Irak et la Syrie, et que ça n'a pas de sens, dans ce cadre-là, de se limiter au territoire irakien, même si on voit bien effectivement quelle est l'idée qui est derrière la politique française et derrière les déclarations de François Hollande dans la matière. Mais il me semble que c'est absolument pas réaliste d'envisager les choses de la sorte, et que c'est une façon aussi, passez-moi l'expression, de se défiler face à ce que représente la situation en Syrie, qui évidemment est devenue de plus en plus compliquée depuis 4 ans que le mouvement de contestation a
commencé, et que la façon d'éviter de regarder vraiment la question syrienne en face, c'est de dire on va s'attaquer à l'organisation islamique en Irak, alors qu'on sait très bien que beaucoup de combattants sont en Syrie, et l'histoire de la prise de Kobané a été tout à fait significative en la matière, de voir que cette organisation s'est bagarrée pour être présente sur ce territoire syrien. Et donc, on est obligé, si on veut vraiment lutter contre cette organisation, de la prendre dans son ensemble, parce qu'on sait très bien qu'il y a des fluctuations. Il y a des combattants qui sont en Irak. Quand ils sont sujets à des attaques en Irak, ils vont se replier sur la Syrie, et vice-versa. Donc, l'idée de frontière entre la Syrie et l'Irak, aujourd'hui, sur ce terrain spécifique, n'a aucun sens. Donc, on est vraiment dans une déclaration qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que ça a un sens, qu'a dit aussi François Hollande? Parce qu'il semble pouvoir faire le tri entre différents groupes, puisqu'il dit qu'il y a en Syrie, et c'est sûrement vrai, des groupes qui sont pour encore évidemment la démocratie, la liberté, etc. Est-ce que la France a encore le moyen de savoir sur le terrain qui sont, pour le dire trivialement, les méchants et les gentils? Il y a moyen quand même d'avoir un certain nombre d'informations. On sait quand même, en fonction de la façon dont les groupes agissent et ce qu'ils font, et dans les régions dans lesquelles ils sont, on a quand même une idée de qui fait quoi. Même si, dans certains cas, il y a évidemment une situation qui est assez mouvante. Mais on peut quand même, de façon assez précise, avoir quand même une idée de là où sont les groupes, en tous les cas que nous souhaitons combattre, des groupes qui ne correspondent pas à ce que l'on veut pour la Syrie de demain. Donc il y a des groupes qui sont identifiés. Maintenant, il y a aussi, dans ce magma, si vous me passez l'expression, actuelle en Syrie, il y a évidemment des groupes qui échappent à la connaissance précise de ce qu'ils sont, parce qu'il y a des alliances aussi qui sont des alliances tout à fait de circonstances ponctuelles, en fonction de la situation, en fonction des attaques de l'armée de Bachar el-Assad. Des groupes vont essayer de réagir pour contrer. Donc on est dans des situations qui peuvent être très fluctuantes. Et donc c'est ça aussi qu'il faut intégrer dans l'analyse, et c'est ça qui rend aussi évidemment la situation extrêmement délicate pour pouvoir réagir et pour pouvoir combattre ces groupes, ou en tous les cas les groupes qui sont loin de défendre les idées que l'on souhaite pour le devenir de la Syrie. Sur ce point, oui, mais sur ce point, je pense effectivement que ce qu'on a appelé, on a accueilli ici avec le tapis rouge, la coalition nationale syrienne, l'armée syrienne libre, ça a toujours été tout à fait fantomatique. Et il y a eu, on s'est tout à fait trompé là-dessus, et il y a eu d'ailleurs un reportage, un très long reportage dans le New York Times il y a 2 mois à peu près, d'un journaliste américain parlant très bien l'arabe, qui a été détenu pendant plus d'un an par différents groupes en Syrie, et il est à deux reprises, il parvient à s'échapper. Et à chaque fois, il va vers des installations de l'armée syrienne libre, ou même une fois à un hôpital. Il a raconté que, en fait, les types allaient ensuite le livrer à nouveau aux islamistes avec qui il était. Et après, voyant qu'il allait être livré à nouveau, il dit: pourquoi vous faites ça? Vous êtes l'armée syrienne libre, vous êtes aidé par les Américains. Ah oui, on est aidé, on est financé par les Américains, on a leurs armes, mais on leur ment. Toute cette histoire d'opposition modérée, de coalition nationale syrienne, c'est très bien. Il y a des braves gens comme Basma Konmani qui font les plateaux de télévision à Paris, mais il n'y a jamais eu. On a donné des armes, Alors moi je parle sous le contrôle du colonel. On a donné des Milan, heureusement avec seulement 3 têtes par Milan, à l'armée syrienne libre. Il a fallu 1 semaine pour qu'ils soient volés par les islamistes. Même chose pour les armes américaines, c'est un fait, c'est tout. Vous confirmez, colonel Goya? Oui, c'est extrêmement complexe et c'est très difficile de trouver les bons alliés, ou les moins mauvais alliés. Mais c'est peut-être la seule solution, c'est une des solutions militaires en tout cas sur le terrain. Oui. Agnès Valois, je vais vous laisser réagir à ce point, mais je voulais avancer. Est-ce qu'il y a, selon vous, un déclic important qui a été opéré cette semaine dans la guerre contre l'organisation terroriste État islamique? Est-ce qu'on s'est rendu compte, le monde s'est rendu compte que les victimes étaient aussi des musulmans, les pays arabes, comme la Jordanie, avec ce crime terrible contre son pilote? Est-ce que malgré cette horreur de ce qui s'est passé, eh bien, on voit que c'est une guerre finalement globale que nous menons? Mais les pays arabes sont impliqués et malheureusement les premières victimes de cette organisation, ce ne sont pas les Occidentaux, ce sont les Arabes, ce sont les Irakiens, les Syriens qui sont déjà morts par milliers dans ce conflit. Donc nous, on réagit simplement quand des Occidentaux sont touchés. On a commencé à réagir à dénoncer les agissements de cette organisation lorsque des journalistes occidentaux ont été décapités. Évidemment, c'était absolument monstrueux, mais il y avait déjà eu des tonnes de décapitations auparavant. Donc je crois que ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que tout le monde est confronté à cette menace. C'est pas pour rien que la coalition regroupe des pays comme la Jordanie, les
Émirats, des pays arabes, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont les premiers sur la liste et ce sont des régimes qui sont les premiers qui vont être déstabilisés par cette organisation. Donc évidemment qu'il y a une prise de conscience au niveau quand même d'un certain nombre de pays, avant tout de la région, parce que les premières victimes, ce sont les personnes de cette région. Et donc il ne faut absolument pas dissocier et on ne peut pas simplement regarder ce conflit avec nos lunettes à nous pour nos implants. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que je refuse de caricaturer la situation telle que ça a été fait tout à l'heure. L'opposition syrienne, au départ en tous les cas, était une opposition avec un projet. On a soutenu les uns et les autres, certains, au départ. Et c'est vrai que l'absence de soutien réel et de politique cohérente a fait qu'il y a eu une dégradation terrible de la situation et qu'aujourd'hui, on ne sait plus à qui donner quoi en raison de cela. Oui, bon, je reviens sur l'État islamique. Il faut quand même pas oublier que l'État islamique n'est pas né l'an dernier. Hein. C'est une organisation qui trouve ses racines au moins il y a 10 ans dans le groupe d'Abou Musab al-Sarkawi, dans l'État islamique en Irak déjà, et que ce premier avatar de l'État islamique a été rejeté par les Arabes eux-mêmes, par les Arabes sunnites, par le mouvement du réveil, et qui, à force d'exactions, à force d'assassiner des représentants, des chefs sunnites qui envisageaient éventuellement de parler avec le gouvernement de Bagdad, ils ont fini par se mettre à dos l'ensemble des organisations jusqu'à provoquer, chose extraordinaire, un retournement d'alliance de beaucoup de ces groupes sunnites qui étaient hostiles aux Américains, qui ont préféré finalement s'allier aux Américains contre l'État islamique en Irak à ce moment-là. Et ça a marqué presque la mort de l'organisation. Et là, on est peut-être aussi, alors il faut peut-être l'espérer, dans une situation un peu comparable, à force d'excès. Leur grande force en réalité, c'est qu'ils peuvent représenter une forme d'espoir pour les populations sunnites de la région, enfin un bras armé apparemment puissant pour les sunnites de la région qui se sentent coincés entre les différents pouvoirs chiites du coin. Et donc voilà, c'est ce soutien sunnite. Vous insistez sur ce point oui, important. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est ce retournement, ce rejet par les sunnites eux-mêmes qui peut provoquer. On assiste dans cette région, c'est-à-dire en Mésopotamie et dans le Levant, à un soulèvement sunnite contre un pouvoir qui n'est pas partagé par des chiites, que ce soit les chiites de Nouri al-Maliki en Irak, ou que ce soit la sorte de dissidence chiite qui est le clan Bachar al-Assad, les Alaouites, en Syrie. Et donc, et tant qu'on n'aura effectivement pas, surtout en Irak, quand les Américains essaient de le faire, tant qu'on n'aura pas en Irak résolu ce problème et faire en sorte que les sunnites partagent le pouvoir, on n'arrêtera pas la guerre. Parce qu'il faut savoir que le chef d'état-major de al-Baghdadi, du calife Ibrahim que vous avez montré en photo, c'est un ancien général de Saddam Hussein. Et en fait, c'est parce que voilà, c'est toute cette armée de Saddam Hussein que les Américains ont licencié, ont cassé, s'est retrouvée pour défendre les sunnites. Permettez-moi parler aussi, c'est important, de l'armée française, et je vais vous donner à tous les quatre la parole avec l'aspect économique également, Jean-Louis Gombault. François Hollande a évoqué nos interventions, hein, Michel Goya, colonel, que ce soit au Sahel, que ce soit au Moyen-Orient, et là on se dit, mais quelle armée elle est capable de se déployer rapidement, quelle vitesse également. Il l'a dit lui-même, c'est une armée particulière, mais avec quels moyens, quelles ambitions. Parce que ce qu'il a décliné aujourd'hui, on a bien compris sur les effectifs, mais sinon rien de neuf sous le soleil malheureusement. Non, rien de neuf. La seule nouveauté, c'est qu'on va réduire les effectifs moins que prévu. Mais c'est tout. Mais en respectant le même budget. D'ailleurs, ce qui va poser d'autres problèmes, puisque je rappelle qu'on ne sacrifiait pas les effectifs pour rien. C'était pour faire les économies, donc on ne fera pas. Donc il faudra trouver ce fameux milliard qu'on va économiser finalement là, il faudra le trouver ailleurs. Jean-Louis, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, le président, sur cette affaire, a dit 3 choses. Le budget reste le même. Les effectifs diminueront moins que prévu, et ça c'est impossible. Puisque les effectifs, c'est en gros 25%, je crois, du budget de l'armée. Donc si vous diminuez moins, vous allez avoir besoin d'une enveloppe supérieure. Donc là, il y a une impossibilité. Il a évoqué la question du nucléaire. Et il a laissé entendre quelque part que c'était pas à discuter, mais enfin que ça coûtait de l'argent. Et c'est vrai. C'est 3 milliards. Et le troisième point, c'est justement la mutualisation de cet effort. Et ça, ces 3 points
posent tous les trois d'importants problèmes sur la mutualisation de l'effort. Oui. C'est quelque chose de très important. Agnès Valois, je voudrais qu'on conclue là-dessus, c'est important. Le président a appelé de manière vigoureuse, vive, la communauté internationale à prendre ses responsabilités partout. Et quand il dit partout, nous on a tout de suite pensé, est-ce que c'est le cas à la Libye? C'est aux portes de l'Europe et il y a le chaos là-bas. En ce moment, on ne parle que de la Libye et à juste titre, parce que la situation est absolument catastrophique. On voit bien que la France ne peut pas aller en Libye, et en tous les cas toute seule, ça n'aurait absolument aucun sens. Elle n'en a pas les moyens et politiquement, je pense qu'elle ne peut absolument pas l'assumer. Donc on voit bien là qu'on est dans l'obligation d'avoir une politique internationale et de se décider de ce que l'on veut faire. Mais là, ça ouvre encore la voie à toute une réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en Libye, puisque la situation est absolument bloquée de toutes parts. Et donc je ne vois pas, même avec des moyens, c'est pas des moyens militaires qui vont permettre de régler la situation en Libye. On est vraiment dans une situation politique, un défi politique à relever quoi qu'il arrive. Gigantex. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, Renaud Girard, Agnès Valois, Michel Goya, Jean-Louis Gombault, Hervé Baudry. On finit par un petit dessin. Merci. Oui, je ne sais pas lequel qui est en régie, j'en ai fait plusieurs. Peut-être une conclusion en dessin. Voilà les champs d'opération, l'armée française, Mali, Irak, Centrafrique. Et le champ de Mars, oui. Et parce que c'est la lutte contre le terrorisme sur tous les terrains, y compris en France. Vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Belle et douce nuit à vous.